Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du monde arabe et nous sommes partis pour une nouvelle édition de 300 millions de critiques. Mais avant, nous allons parler d'une expérience exceptionnelle dont vous êtes l'initiateur, le créateur et le metteur en scène, Karim Ben Khelifa. Alors, de quoi s'agit-il ? Le projet The Enemy est un face-à-face entre des combattants de vieux conflits, de conflits où on est né avec un ennemi. C'est le conflit israélo-palestinien, la guerre au Congo et les Majas au El Salvador. Point commun, ils sont tous nés avec un ennemi. Point commun, ils se sont tous déshumanisés. Et l'idée dans mon travail, c'est ce que j'ai vécu en tant que photographe, c'est de passer d'un côté et de l'autre. C'était finalement de révéler à chacune des deux parties l'humanité qui restait dans l'autre, au-delà de la guerre. Alors ça, c'est l'expérience. Vous avez travaillé pour Le Monde, pour Vanity Fair, enfin pour beaucoup de grands journaux, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Si on se met dans la peau des gens qui vont venir à l'Institut du monde arabe pour voir The Enemy, ça se passe comment ? On est dans 300 mètres carrés, on se déplace dans 300 mètres carrés, on passe de pièce en pièce. Dans chaque pièce, on se rend compte, on voit des photographies au mur, on entend parler des combattants, et puis à un moment, les combattants arrivent dans la pièce et s'adressent à vous. Mais il s'agit pour vous, en tant que visiteur, de s'en approcher. Et puis ils sont là en face de vous comme combattants, vous. C'est tous des combattants actifs. Qui sont là ? Qui sont là comme vous êtes là aujourd'hui. Un petit peu comme au MoMA, par exemple, Marina Abramovic, qui, vous savez, est une plasticienne célèbre au CERF, avait été confrontée à ses spectateurs. Absolument, mais c'est d'une manière différente parce qu'ils sont là enregistrés. On est dans un monde de réalité virtuelle, ouais. Mais je me suis posé la question de savoir, en tant que journaliste, qu'est-ce qui se passe si on a le langage corporel de quelqu'un en face de soi, quel type d'informations on reprend. Et puis, on les entend parler, on entend ma voix leur poser des questions, mais ils vous répondent à vous. Et quand on se déplace un peu à gauche, à droite, les yeux vous suivent, ils sont là pour vous parler, ils sont conscients des nouvelles méthodes qu'on utilise. Alors, comment vous avez eu cette idée, vous, Karim ? C'est-à-dire de transposer votre métier en ce qu'on pourrait presque considéré justement comme une installation, une œuvre d'art, parce qu'on parlait de Marina Abramovic tout à l'heure. Je pense qu'on peut parler de journalisme ici, parce que j'ai vraiment respecté toute l'éthique de mon métier, comme je l'ai fait pendant 18 ans. J'ai rien changé dedans. C'est une reconstruction fidèle de ce que les gens sont, dans leurs mouvements, dans leurs paroles, dans leur sentiment de présence aussi. Maintenant, c'est sûr, c'est tout nouveau. Ça n'existe pas encore. L'idée était vraiment pour moi, en fait, elle est née d'un travail photographique, d'un face-à-face photographique, avec déjà une voix qui se portait d'un côté et de l'autre. Et quand j'ai été invité comme artiste en résidence au MIT à Cambridge, j'ai découvert la réalité virtuelle et je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si la personne n'était pas en photographie mais était en face, si cette personne était dans la pièce. Et qu'est-ce qui se passerait dans le journalisme et qu'est-ce qui se passerait par rapport aux visiteurs. Mais alors, c'est l'idée de montrer ou de faire prendre connaissance aux gens des guerres oubliées qui durent depuis des années, ou est-ce que c'est vraiment la découverte de l'autre au sens presque philosophique, quoi ? C'est absolument la découverte de l'autre. C'est la capacité à faire un pas de recul sur des conflits dont on a parfois entendu parler, mal entendu parler, ou qu'on connaît même très bien, et sur lesquels on fait face, et on se rend compte qu'il y a des choses des deux côtés qu'on ne s'attendait pas. On est tous remplis de stéréotypes, on avance tous dans la vie de manière parfois un peu hasardeuse, avec des bagages. Là, c'est une histoire de le confronter et puis d'éventuellement pouvoir faire un triangle, l'esprit critique, un pas en arrière et de se rendre compte de certaines choses et éventuellement de l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Karim, le pas en arrière, pour vous, c'est une réalité ou c'est une hypothèse que je soulève ? Est-ce que ça, demain, vous repartez sur le terrain ? Est-ce que vous vous considérez toujours comme un photographe de guerre ? Non, je ne me considère plus aujourd'hui comme un photographe de guerre. Je pense que l'intention de ce projet et ce que ce projet réalise par rapport aux visiteurs, c'était mon intention première quand j'ai commencé à faire la couverture de guerre. Mais j'ai pris 18 ans pour y arriver. Aujourd'hui, je pense que je vais passer à autre chose. Voilà, vous avez un beau sourire. Et on va venir voir donc The Enemy à Lima, Institut du monde arabe, c'est juste en dessous. Merci d'être venu. Voici le sommaire de l'émission. Bienvenue à vous tous. Et nous allons commencer par parler de Je ne suis pas votre nègre, le formidable documentaire de Raoul Peck racontant la lutte pour les droits civiques au travers des cris de James Baldwin. L'équipe vous expliquera pourquoi il faut le voir. En vedette dans ce numéro, Oumou Sangaré, actuellement en tournée pour présenter les titres de Mogoya, son nouvel album. Immense chanteuse, Oumou est aussi connue pour son engagement pour son pays. Le chanteur Raphaël vient d'être primé par l'Académie Goncourt pour son recueil de nouvelles Retourner à la mer, l'occasion pour nous d'évoquer ces chanteurs francophones qui se piquent de séduire des lecteurs. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti!
La joyeuse équipe, c'est Estelle Martin, que vous connaissez, Élise Loretia de TV5 Monde, avec le patron de TV5 Monde, Yves Bigot, Michel Serruti de la Radio-Télévision 6 et Mathieu Dugal de Radio-Canada. Je ne dis bonjour à personne, je suis mal élevé. Un premier sujet, nous allons parler de Je ne suis pas... Bonjour Guillaume. Merci beaucoup. Votre nègre, le documentaire du haïtien Raoul Peck racontant la lutte pour les droits civiques aux USA. Ce film a été nommé pour l'Oscar 2017 du documentaire. Il a reçu de très nombreuses récompenses dans le monde entier. Vous nous donnerez votre sentiment juste après cet extrait. Je tiens simplement à dire que c'est d'une certaine manière un hommage reconstitué par le cinéma à la littérature d'un des plus grands écrivains américains, James Baldwin. If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire. Most of the white Americans I've ever encountered, sure they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know. En Amérique, je n'avais de liberté que de me battre, jamais celle de me reposer. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. They needed us to speak to Cotton, and now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. Voilà, donc c'est réalisé à partir de textes de James Baldwin avec la voix narrative de Joe Starr en français. Raoul Peck, qui est une sorte d'héritier spirituel de James Baldwin, a au fond créé au cinéma le roman que Baldwin n'a jamais écrit sur tous les leaders qui ont défendu les droits civiques aux États-Unis, c'est-à-dire Martin Luther King et les autres. Donc c'est une recomposition par le documentaire d'un roman qui n'a pas existé, ce qui donne toute la puissance de ce documentaire que vous avez beaucoup aimé, mon cher Michel Serruti. Ah oui, moi j'ai infiniment apprécié ce documentaire. C'est brillant, c'est incontournable, c'est indispensable, c'est quelque chose qui doit être vu, montré à beaucoup de monde, parce que c'est un documentaire qui va au-delà simplement du constat des rapports entre blancs et noirs aux États-Unis. Ce sur quoi se base le film, aujourd'hui, on peut l'ouvrir au rapport entre dominants et dominés à travers le monde, entre exploités et exploiteurs, entre noirs et blancs, africains ou autres, en Europe aussi, colonisateurs, colonisés. Ça va vraiment très loin. Je trouve ça vraiment brillant. Je suis très fier, d'ailleurs, je pose comme ça en passant que la Radio-Télévision Suisse soit coproductrice également de ce documentaire, qui a été primé au Festival international du film des droits humains à Genève également. C'est magnifique. Pourquoi ? Parce que ça nous met, à mon sens, devant cette dichotomie à laquelle on est exposé aujourd'hui. Parce que le film, en gros, explique que les États-Unis, ou les Blancs aux États-Unis, ne pourront pas vivre de manière heureuse tant qu'ils ne se seront pas réconciliés avec eux-mêmes, c'est-à-dire avoir accepté leur passé d'esclavagistes. En gros, c'est un tout petit peu ça. Et aujourd'hui, pour moi, ça fait complètement écho à la situation dans laquelle la société se trouve aujourd'hui, le désaccord, la désharmonie ou la disharmonie dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et c'est exactement ce que ce film montre à l'échelle de la société américaine. C'est absolument brillant. Estelle. Oui, c'est brillant, et parce que ça nous redonne à réentendre, à revoir James Baldwin, puisque c'est lui qui est au cœur, vous l'avez dit, hein, c'est un livre qu'il n'a pas écrit sur ses parcours croisés de Malcolm X, Martin Luther King, Medgar Evers. Et vraiment, on le voit, il est charismatique, il est toujours, il y a toutes ces interventions télévisées, il est d'une intelligence Je vais dire rare. un truc risqué, il est moche et beau.
Oui, et il y a un côté Miles Davis et un côté Sammy Davis Jr. C'est Ouais. étonnant. Puis il parle comme ça, il a une façon, il y a un Un peu phrasé dandy, incroyable. voilà. Et toujours Les d'une manière... mains qui bougent, enfin, c'est Ouais, magnifique. et en plus, il était parfaitement francophone puisqu'il a quitté il les vivait à États-Unis. Saint-Paul-de-Vence. Voilà, il a eu Paris et après Saint-Paul-de-Vence, il y a des interviews où vous le voyez parler effectivement en français. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais c'est vrai que moi, je trouve que effectivement, c'est majeur parce que c'est un immense écrivain américain qui est peut-être pas assez connu en France et que vraiment ce documentaire, parce que Raoul Peck, il a mis 10 ans de sa vie pour réaliser ce documentaire qui confronte des images d'actualité, d'aujourd'hui, de l'Amérique d'aujourd'hui avec des propos qui ont été tenus, une pensée qui date d'il y a plus de 30 ans et c'est toujours actuel. Et c'est là où on se prend une claque, mais quelque chose d'incroyable. Et moi, j'ai été bouleversée. Et juste un dernier mot aussi du choix de Joey Starr, parce que le rappeur français qui pour l'heure avait fait en doublage Ted, l'ourson de Ted, vous voyez l'espèce de grand écart totalement incroyable. Et bon, Raoul Peck a pensé à Joey Starr et c'était une très bonne idée parce que vraiment je trouve que sa voix nous guide puisque c'est lui qui reprend le relais, qui est la voix de James Baldwin dans ce documentaire I Am Not Your Negro. Vraiment, allez le voir encore une fois, j'en ai parlé dans 64 minutes, hein, mais vraiment, je trouve que c'est un documentaire indispensable. Vous avez trouvé ça comment? Je ne vais pas dire le contraire. Enflammez-vous. Non, c'est un documentaire excellent. La manière dont c'est monté, la façon dont Raoul Peck, on connaît déjà parce qu'il a fait beaucoup de documentaires un peu de ce niveau-là. Moi, ce qui m'a... Notamment sur Patrice Lumumba. Sur Patrice Lumumba, également sur l'aide humanitaire en Haïti, après le tremblement de terre qu'il a beaucoup critiqué. Et comme il dit, il ne fallait pas que cet immense auteur tombe dans l'oubli. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est de me demander, est-ce que la situation aujourd'hui aux États-Unis a profondément changé? Et de certains afro-américains m'ont dit si elle a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est de voir que de toute façon l'arrivée d'Obama, qui est d'ailleurs évoquée dans le documentaire, parce que j'aime bien la façon dont il évoque avec Baldwin, James Baldwin qui est interpellé, qui se moque un peu de Bob Kennedy, qui dit dans 40 ans, il y aura un président américain aux États-Unis. En fait, c'est arrivé dans 45 ans et Baldwin lui dit si jamais il écoutait les gens, les Noirs qui ont vécu 400 ans d'esclavage, il verrait que c'est complètement utopique. Et il y a une musique dans le documentaire, il y a une musique, c'est comme si c'était un rêve, et de voir que 8 ans après la présidence Obama, on arrive sur quelqu'un comme Donald Trump, il dit, ça prouve que le fait qu'un Noir arrive à la présidence, le contre-coup, on ne l'avait pas anticipé. Ouais. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a eu aussi une critique qui a été faite aux États-Unis sur ce documentaire, c'est que beaucoup de gens ont dit, il est formidable, mais on ne parle pas de l'homosexualité de James Baldwin. Alors, beaucoup de gens ont dit, non, moi, je dis, on parle, parce qu'il y a une partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le doc, où il est recherché par le FBI, on dit noir, homosexuel, et beaucoup de gens savent que pendant très longtemps, il a vécu avec un jeune homme suisse. Donc, c'est évoqué. Il a même partagé la chambre de Marlon Brando. Voilà, et apparemment, c'est... Il a fait, je me souviens jamais, il était à la Communale avec Bud Powell, musicien et pianiste de jazz extraordinaire, et héroïnomane... pas amateur, professionnel. Ouais. Et c'est un jour où il était justement avec son amant qu'il avait appris la mort de Martin Luther King. Voilà. Yves. Évidemment, c'est un documentaire absolument remarquable. Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on en parle dans une émission culturelle, mais francophone? Justement parce que Raoul Peck est haïtien, et puis parce que James Baldwin a un lien très fort avec la France, avec la Suisse également. En fait, ce livre, il a été écrit, mais il n'a pas été publié. Et où, en fait, il voulait écrire l'histoire de l'Amérique vue à travers 3 de ses amis, qui sont évidemment des très grands militants de la cause noire, mais des droits de l'homme, puisque très souvent, les deux se recoupent, qui sont donc Medgar Evers, qui est sans doute le moins connu des 3, qui est... le personnage pour lequel Bob Dylan a écrit Only a Pawn in Their Games, pour qui Philox a écrit The Ballad of Medgar Evers, et pour qui Nina Simone avait écrit Mississippi Goddam. Donc 3 hymnes de la campagne pour les droits civiques au début des années 60. Martin Luther King, évidemment, le plus connu, et Malcolm X, très connu aussi, mais on va dire le plus extrême dans son engagement à la fois gauchiste et
pour à la fois le retour en Afrique, mais aussi pour que les Noirs prennent le pouvoir en Amérique et les Noirs gauchistes prennent le pouvoir en Amérique. Et là où c'est un objet cinématographique, par ailleurs, en plus de son propos, très intéressant, c'est la manière dont justement Raoul Peck a réussi à construire avec la voix de Baldwin et avec la narration elle-même, donc soit par Samuel Jackson, soit par Didier Morville, c'est d'avoir réussi à raconter cette histoire en la construisant à partir de ce récit et en superposant des images, y compris des images d'actualité, qui le raccrochent non seulement évidemment à la présidence Obama, mais à toutes les affaires récentes qui ont donné naissance à ce mouvement #Black Lives Matter, qui raccroche donc, et comme Michel le disait très bien tout à l'heure, les propos de James Baldwin à la réalité américaine aujourd'hui. Alors on peut dire pas seulement américaine, d'accord, mais enfin fondamentalement américaine quand même, et qui rappelle que l'Amérique, en général, ou ce qu'elle montre au monde, c'est la vision imposée par les Blancs, imposée par Disney, imposée par Hollywood, etc. Et ce film, donc Je ne suis pas votre nègre en français, il donne la vision qu'ont les Afro-Américains de l'histoire de l'Amérique. Mathieu. Mais ce qui est fabuleux dans ce documentaire-là et dans la pensée de Baldwin en général, c'est que il y a un extrait, moi, qui m'a beaucoup... en fait, qui, à mon avis, est le pivot du discours de Baldwin. C'est quand on lui demande, justement, vous l'avez mentionné, Lise-Laure, quand on lui demande s'il pense qu'il va y avoir un président noir à un moment donné dans l'histoire des États-Unis, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il va y en avoir un ou quand il va y en avoir un. Ce qui m'intéresse, c'est de quel pays est-ce qu'il sera le président. Et ça, c'est très important dans la pensée de Baldwin, parce que Baldwin, il dépasse l'analyse sur la condition du noir pour voir dans la manière dont on traite les Afro-Américains aux États-Unis. Vous l'avez mentionné, Michel. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature humaine? Qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport à l'autre? Et moi, ça m'a rappelé un très beau livre qui avait été fait par une baronne issue des Rothschild qui avait fait carrière aux États-Unis. En fait, elle avait pris son héritage et elle était allée aux États-Unis aider les musiciens de jazz. C'est Panonica de Königswarter. La compagnonne de Thelonious Monk. Entre autres, oui, parce qu'elle en a accueilli beaucoup dans sa maison. Pannonia, d'ailleurs, Thelonious Monk lui avait écrit une pièce, on lui a écrit beaucoup de pièces, et elle a fait un livre qui s'appelle « Les musiciens de jazz et leurs 3 vœux ». Elle était adepte du Polaroid, alors elle les prenait en photo et elle leur demandait 3 questions. C'est quoi vos 3 vœux? Alors, tu as les vœux d'à peu près tout ce qui se fait de musiciens de jazz à New York dans les années 50, 60, et Miles Davis, en fait, il n'a répondu, il n'avait qu'un seul vœu, il n'en avait pas 3. Et ça vient rejoindre ce que dit Baldwin. Son seul vœu, Miles Davis, c'était être blanc. Alors, on s'imagine Miles Davis, star internationale, reconnu partout dans le monde. Il n'avait qu'une chose en tête, c'était d'oublier cette chose-là et de devenir blanc. Et ça va rejoindre exactement ce que dit Baldwin sur le rapport à l'autre, sur le rapport à la manière dont on traite les minorités, la manière dont on traite les gens qui ne pensent pas comme nous. Bref, c'est un documentaire qui est absolument... Écoutez, j'ai de la misère, je ne peux pas trouver de critique face à ce documentaire-là, si ce n'est que moi, j'en aurais pris une demi-heure, 1 heure de plus. Vous voulez ajouter un mot, Yves, et on va vite. C'est simplement pour dire à Mathieu que quand j'ai interviewé Miles Davis, 2 fois, mais la première fois, il m'a dit « Vous savez, je ne suis pas noir ». Un tweet de la radio française France Culture avec un extrait d'une interview de Raoul Peck. Imaginez Martin Luther King ou Malcolm X aujourd'hui, la première chose que le système a fait ou ferait peut-être, c'est d'éliminer ces hommes. Vous nous suivez sur Twitter et vous retrouvez des infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Ma chère Estelle, nous vous quittons. Eh bien, oui. Avec regret, les larmes coulent à l'intérieur de mon corps, à 10 peu. Mais nous nous retrouvons bientôt et nous allons parler d'un autre sujet puisque nous évoquons la malienne Oumou Sangaré, actuellement en tournée, pour présenter les titres de Mogoya, son nouvel album. C'est une immense chanteuse. Oumou est aussi connue pour son engagement pour la cause féminine africaine et le développement économique donc de son beau pays. Un extrait musical et nous parlons d'elle juste après. Alain Gerlache nous rejoindra.
kani yɛrɛ faga sa madina ala eri seyidu kodo kani yɛrɛ faga tɔɔrɔya ye Libreville seyidu kani yɛrɛ faga sa Sise ba b'i fɛ kani yɛrɛ faga ɲani ye I balimaw jigi ye kani yɛrɛ faga sa I wolodenw b'i fɛ kani yɛrɛ faga ɲani ti ye maliyɛnu jigi b'i kan kani yɛrɛ faga ɲani ye Amadu Kani b'i fɛ kani yɛrɛ faga ɲani ye dɛ Seyidu yo jɔnti yɛrɛ faga la Yakuba Kaninga Duba b'i fɛ kani yɛrɛ faga ɲani ye Ɲorombe b'i fɛ kani yɛrɛ faga tɔɔrɔya ye I mani yɛrɛ faga ɲani ye kijɛnu bila ɲanafinjugu la U b'u minɛ k'u foloko ko ka melenba kɔrɔ den tɛ wa Seyidu jɔnkani yɛrɛ fa ɲani ye ɲani tɛ ba jama ayi ɲani maɲi ɲani maɲi ɲani maɲi ɲani Voilà, nous accueillons Alain Gerlache pour parler de Mousse Sangaré avec nos camarades. Bonjour Alain. Bonjour, que pensez-vous de Mousse Sangaré, de ce nouvel album, dont voici la version LP magnifique. Magnifique. Et tout ce que vous avez dit, magnifique. Ah non, mais sur la pochette, c'est absolument magnifique. Parce qu'on vous a Après, attendu on peut parler du du disque, l'émission, évidemment. magnifique, au revoir. Bon, et alors Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu découvert, parce que même si elle vient régulièrement en Belgique, elle sera aussi à Couleur Café. C'est un festival quand même qui est connu au-delà de nos frontières. Elle y sera fin juin. Je ne l'avais jamais vue, donc je ne l'ai toujours pas vue en live. Mais par contre, je connaissais sa musique, j'ai découvert ce disque. Je le trouve absolument envoûtant, extrêmement professionnel, très authentique. Je voudrais quand même donner un petit conseil à ceux qui ont envie de découvrir ce genre de musique sans trop la connaître. N'écoutez pas tout l'album à l'affilée. Écoutez quelques morceaux, laissez mijoter, revenez-y après. C'est presque comme la découverte d'une autre gastronomie finalement, d'une autre cuisine. Il ne faut pas y aller trop fort dans les saveurs au départ, sinon on est un peu noyé. Il faut consommer avec modération et entrer dans l'album. On y entre d'autant mieux qu'on diffère certains plaisirs. Voilà, ça s'appelle Mogoya. Alors est-ce qu'on peut revenir après, on parlera avec d'autres amis donc, de la personnalité de Mousse Sangaré, qui est une grande chanteuse, mais de l'origine de cette musique, Michel. Oui, alors ce que j'apprécie infiniment chez Mousse Sangaré tout au long de sa carrière désormais, alors on la retrouve dans les Amazones, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps sur ce plateau, mais c'est l'engagement social qu'elle a dans sa musique. Et c'est pas un engagement de pacotille en l'occurrence, parce que c'est quelque chose qu'elle défend elle-même, l'expliquait dans des interviews depuis qu'elle est toute petite. Quand elle a commencé à chanter, quand elle avait moins de 10 ans, déjà à ce moment-là, elle dénonçait la polygamie parce que ça lui était insupportable, parce qu'elle le vivait à la maison, et de ses propres mots, c'était une catastrophe. Son père avait 2 femmes. Et puis, ouais, elle caractérise cette musique, on va dire, Wassoulou, qui est une ethnie qui vient du sud, plutôt du Mali. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un peu 2 types de musique au Mali. Il y a la musique plutôt des griots, plutôt cette musique-là. La musique des griots, c'est plutôt une musique de caste, c'est-à-dire que vous faites de la musique si vous faites partie de la caste des griots, tandis que les Wassoulou, vous décidez de faire de la musique si vous souhaitez le faire indépendamment de ce que vous souhaitez faire. Donc c'est par choix que ça a été fait. Et ça permet une grande liberté de ton. Et dès le départ dans cette musique-là, il y a la possibilité justement de s'élever contre la corruption, contre les injustices sociales, contre la polygamie, contre les mariages forcés et autres. C'est une grande chanteuse. Est-ce qu'elle a fait tout le temps? Alors, il y a ça. Et le social, c'est bien. Oui, mais il y a les 2 choses. Et en plus, évidemment, techniquement, la fille, on le sait maintenant depuis toutes ces années, elle est capable de chanter, d'avoir une voix, d'avoir un art qui est le sien. Et sur cet album-ci, en plus, eh bien, elle reste... Moi, c'est toujours ça que j'apprécie. Je me répète un petit peu sur ce plateau parfois, mais ce que j'apprécie dans les démarches artistiques, c'est quand on maintient l'intégralité, son intégrité de départ, ses caractéristiques de départ, et c'est le cas pour Mousse Sangaré. Et puis allez-y. Et puis on peut essayer d'aller vers autre chose. En l'occurrence, là, quand elle joue avec Tony Allen, par exemple, qui était le batteur historique de Fela, où on a un petit peu d'afrobeat qui se mêle à la musique malienne, par exemple. Mais malgré tout, on reste dans les caractéristiques de Mousse Sangaré. C'est un très bel album
qui lui fait pleinement justice en plus. Voilà, arrangé par Clément Petit. Il faut ajouter, pour ceux qui la découvrent, comme le disait tout à l'heure Alain, que c'est une grande interprète, mais qu'elle est auteur, compositeur, c'est-à-dire que tout vient d'elle. La parole, les paroles, la musique, la conception et l'interprétation. Lise Laure, on a pris c'est un peu classique la façon de progression, mais bon. Non, moi j'ai beaucoup aimé cet album, notamment un des titres, Yerefaga, où elle aborde une thématique que Sembène Ousmane avait abordée dans le film La Noire 2, le suicide. C'est un peu un sujet tabou et je pense qu'elle ose, par rapport à sa propre expérience, parfois se heurter cette société malienne, parfois très traditionnelle. Et en plus, là, j'ai vu que c'était un retour après 8 ans. Donc, elle a changé de label. Et beaucoup de gens, parfois, lui en ont voulu en disant « Mais pourquoi tu changes ?» Alors, son but, en fait, c'était de toucher les jeunes. Parce qu'elle fait de la musique traditionnelle, du wassoulou, avec des instruments traditionnels. Mais c'est vrai que la jeunesse malienne aujourd'hui n'écoute pas que du traditionnel. On est tourné vers le hip-hop, donc il fallait ajouter cette nouvelle sonorité pour pouvoir toucher plus large, et notamment les jeunes, et surtout les filles, à qui elle a beaucoup de messages à faire passer. Alors il faut aussi dire que c'est en Afrique une diva, on dit la diva du wassoulou, mais c'est aussi une femme d'affaires, elle est dans les hôtels, elle est dans l'agriculture, et tout ça fait que c'est une voix aujourd'hui charismatique qui tient tête aux hommes. Emblématique. Voilà. Voilà, Yves Bigot. On parlait dans le classicisme. Je suis l'incarnation du classicisme, c'est vrai. Guillaume. On parlait dans une émission précédente de l'engagement des artistes. Alors l'exemple, c'est en Afrique, où la plupart des artistes, là, sont toujours engagés. Alors, soit politiquement, comme certains, comme Tikenja Fakoly, comme Alpha Blondy ou d'autres, et en tous les cas, tous socialement, et très souvent, les chanteuses d'ailleurs, sont très engagées. Alors, Lise Laure, vous évoquez son changement de label, elle est sur un label français spécialisé, mais spécialisé dans la bonne musique, qui s'appelle No Format. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'on ne cherche pas à formater pour passer à la radio, mais à respecter la musique telle qu'elle est, naturellement, tout en l'enregistrant de manière tout à fait moderne et compétitive. C'est le label notamment qui avait connu un succès avec un album de Vincent Segal, l'excellent violoncelliste français, et Idriss Sissoko, qui joue de la... Balakis Sissoko. Absolument, merci. Il y a beaucoup de Sissoko. Merci de m'avoir sauvé, Mathieu. Et voilà, donc elle est sur ce label-là, et du coup, pour un premier enregistrement depuis 8 ans, elle revient, comme souvent quand on a laissé les choses mûrir et revenir à la surface, avec un album qui est assez dense. C'est aussi, faut-il le rappeler, la fille de la chanteuse Aminata Diakité. Parfait. Là, je ne me suis pas trompé. Absolument. Nickel. Et c'est un excellent album de la musique africaine, à la fois éternelle et d'aujourd'hui. Mathieu. Je suis absolument d'accord avec vous. Yves, la réalisation de cet album-là est rien de moins que fabuleuse. Et je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher Alain. Ça ne se prend pas par petites doses. Ça se prend en bain. On se baigne dans cet album-là. Une overdose. Moi, j'ai trouvé ma chanson de l'été, Kamelembe, sur cet album-là, mais c'est dansant. Le potentiel de remix de cette pièce-là est vraiment extrêmement élevé. J'ai bien dit pour ceux qui veulent découvrir cette musique. Et la réalisation de cet album-là, No Format est une étiquette extraordinaire. Ils nous ont donné Gonzalez. C'est eux qui ont pris sous leur aile une Montréalaise d'origine haïtienne, mais qui est maintenant ici, Mélissa Laveau. Ils font un travail extraordinaire. Il faut souligner le travail de Vincent Torel, Ludovic Bruni et Vincent Teguer qui ont participé à la réalisation de ça. Et elle est venue souvent à Montréal. Elle est très connue au Québec, au Moussangaré. Et elle était très connue aussi avec un son qui lui était typique. Et j'ai lu dans les entrevues qui ont suivi l'apparition de cet album-là où elle disait qu'elle n'avait pas été tout à fait à l'aise dès le début quand elle a entendu les maquettes de cet album-là. Donc, c'est intéressant parce qu'on l'a sorti de sa zone de confort. Elle a voulu aussi se renouveler. C'est intéressant parce qu'elle, elle veut parler à la jeunesse. La jeunesse écoute des nouveaux sons, des nouveaux rythmes. Et si on reste que dans un habillage
classiques, peut-être qu'on va moins les rejoindre. Et donc, elle s'est dit, elle a fait le pari de confier son travail à des gens qui allaient la faire sortir de sa zone de confort. Et c'est, ma foi, mais vraiment réussi parce qu'on se retrouve dans des sonorités qui sont extrêmement contemporaines et en même temps, on sent vraiment toute la tradition de cette musique Wassoulou. Bref, c'est vraiment le changement dans la continuité. C'est un chef-d'œuvre, cet album-là. C'est vraiment extrêmement réussi. Il y a aussi, d'ailleurs, quand on regarde le clip Yerefaga, le clip, c'est complètement, ça change tout ce qu'on avait l'habitude de voir. On voit les clips en Afrique dans les hôtels avec les chanteuses alignées. Là, le clip Yerefaga sur le suicide, il a été tourné à Johannesburg avec une jeune étudiante qui mime, qui a fait un master en danse contemporaine et qui mime tout ce qui est suicide et tout ça. Et je trouve que elle a vraiment avancé pour pouvoir vraiment cibler les jeunes. D'ailleurs, je rappelle qu'elle sera le 27 juin prochain à la Maroquinerie. Voici l'album de Oumou Sangaré. Je voudrais clôturer ce débat bref mais enthousiaste sur la qualité de cet album avec un tweet bref mais clair. Oumou Sangaré, présidente. Vous nous suivez sur Twitter, retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses donc en bas de l'écran. Lise-leur, nous vous quittons. À très bientôt. Nous allons passer le Zap Culture. Nous parlerons donc de littérature dans un instant. Ce fameux Zap Culture, le voici. Ils sont immergés à 360 degrés dans un film de réalité virtuelle. Mais où sont-ils? Dans l'espace? Dans les coulisses d'un ballet? Ou bien en mission avec des robots? Onze artistes internationaux nous plongent dans l'univers du western. Saloon, c'est un spectacle détonnant créé par le Cirque Éloise. Tous les codes du Far West y sont, sur fond de musique country jouée directement sur scène. Face à cette image qu'on avait créée de lui à Hollywood, il s'est mis à se prendre pour Rocky et il s'est mis à oublier les gens qui étaient importants autour de lui. Donc, peut-être une fable de mise en garde sur la célébrité, sachant qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est obnubilée par les vedettes, par la célébrité et par sa propre célébrité qu'on essaie de mousser sur les réseaux sociaux. Tourner avec Michael Haneke, c'est hyper intéressant parce qu'il est très pointilleux et il est très gentil. Quel âge as-tu? 13 ans. Je te croyais plus jeune. Elle va avoir 13 ans dans 2 mois, c'est ça? Oui. Pourquoi tu demandes ça? Ça m'intéresse. C'est avec un morceau traditionnel et tout en douceur que le concert débute. Orchestra Baobab fait son grand retour. Cela faisait près de 10 ans que le mythique groupe africain n'avait pas sorti d'album. C'est un vrai honneur d'être ici et de représenter les couleurs de la Suisse, même si dans la musique, contrairement à l'olympisme, il n'y a pas de médaille à gagner, donc d'où qu'on vienne, l'important c'est la musique. Il en a adopté la barbe, il en a endossé la blouse. Mais surtout, il a passé des jours et des jours à trouver les gestes du sculpteur. Et Vincent Lindon est devenu Rodin. La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Audrey Hepburn a porté la plupart de ses robes. On s'attend presque à la voir apparaître, surtout dans celle-ci, créée en 1961 par Hubert de Givenchy pour le film Diamant sur canapé. Il y a quelques milliers d'années, des théologiens qui avaient probablement fumé quelque chose de pas net ont inventé une histoire de pommes et de serpents, et qu'aujourd'hui encore, des générations et des générations de femmes subissent... ne sont pas traitées comme elles le devraient. Coup d'éclat dans les laboratoires, dans les lycées. Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Histoire de ne pas faire oublier qu'il y a des morts tous les jours.
Et si le petit écran faisait de l'ombre au grand? 2 films en compétition ne sortiront pas en salle en France, 2 longs métrages financés par Netflix. Il n'en fallait pas plus pour agiter le tapis rouge et diviser le jury. Pour moi, c'est un énorme paradoxe de remettre la Palme d'Or de ce Festival de Cannes à un film qui ne sera jamais diffusé dans une salle de cinéma. Voilà, nous allons parler de littérature, mais d'une littérature donc, qui provient de gens qui ont un autre métier. Il s'agit de Raphaël Laroche, que vous connaissez bien sous le nom de Raphaël, qui publie donc chez Gallimard, prestigieuse collection, la collection blanche, Retournée à la mer. Donc il s'agit d'une suite de nouvelles dont nous parlerons juste après ce sujet. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu le prix Goncourt de la nouvelle? C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Ah, je suis très fier et honoré. C'est super. Alors, ces nouvelles, elles étaient dans un tiroir, vous les avez écrites. Comment ça s'est passé quand vous êtes venu à l'écriture? Je prenais des notes, en fait, sur des choses un peu du quotidien qui m'intriguaient, ou inquiétantes, ou attendrissantes, ou qui me rendaient tout simplement perplexe. Et je prenais des notes comme ça en me disant ça pourrait être une histoire. Alors, les personnages, ce sont des gens qui sont un peu victimes du destin, qui subissent un peu les événements, c'est cela? Beaucoup de gens ont dit que c'était sombre, ou que c'était un peu comme ça. Oui, sombre. Moi, je trouve pas que c'est sombre. Je trouve que c'est assez drôle et qu'en même temps, ils sont dans des situations un peu problématiques, voire très problématiques, mais ils s'en sortent toujours avec beaucoup d'humanité, je trouve. Est-ce que ce sont des personnages qui vous ressemblent? Je pense que quelqu'un qui lit ces nouvelles me connaît mieux que quelqu'un qui écoute mes disques. Je sais pas, c'est un travail très solitaire, donc forcément, on est un peu sans paravent. Ça, c'était une parenthèse ou ça va être une deuxième partie de votre vie d'artiste, entre guillemets? L'envie est là, elle est constante, quoi. Ah ouais, ça m'éclate complètement, en fait, ça me réjouit absolument. Ouais, je me lève le matin, je prends mon café, j'écris et je suis au paradis, quoi. Enfin, je veux dire, je suis maître de mon espace, c'est formidable. Voilà, Emmanuel Kéral de la librairie francophone sur France Inter nous a rejoint. Nous allons parler de littérature et de la littérature de Raphaël Laroche. Raphaël, donc le chanteur que nous connaissons tous. C'est une suite de nouvelles publiées dans la prestigieuse édition blanche de Gallimard. Mon cher Emmanuel, bonjour d'abord. Guillaume, bonjour à tous. La chemise noire vous sied. Merci. Que pensez-vous de ce Retourner à la mer, de ce projet? Écoutez, il faut distinguer 2 choses déjà. Mettons les choses au clair. Il y a ces Goncourt chanteurs... de la nouvelle. Goncourt de la nouvelle. Mais il y a des chanteurs, si vous voulez, comme Raphaël, qui s'inspirent finalement de ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire ce sont l'extension de leurs chansons, avec de petites nouvelles, des fragments. C'est aussi le cas de Gaëtan Roussel, qui a publié chez Flammarion Dire au revoir cette année en début de saison. Alors Raphaël, il est parti comme ça dans un cycle de nouvelles, avec des histoires un petit peu loufoques, un petit peu vaporeuses, un peu poétiques. Il est comme ça dans cette ambiance-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que j'en pense? Non, je disais et d'autres, c'était pas simplement vaporeux. Et donc, je fais une distinction très claire entre ces chanteurs qui écrivent une extension de leur chanson, quelque part, et ces chanteurs qui écrivent de vrais romans. On pense évidemment à Gaël Faye aujourd'hui, puisque c'est celui qui a eu le plus gros succès de la rentrée littéraire, qui est un artiste rwandais, qui a publié Petit Pays, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, et qui est un vrai roman avec une vraie histoire. Il est entré en littérature, et on peut dire que Gaël Faye a fait une percée littéraire. C'est le cas aussi de Blik Bassi, que vous connaissez sans doute, qui est un chanteur, un artiste camerounais. Qui est sur le label No Format dont on parlait juste avant. Exactement, voilà. C'est un grand artiste, puisqu'il a participé avec Manu Dibango, Tchèque Tidiansek à plusieurs albums. Il a publié 3 albums solo, et l'année dernière, il a publié le Moabi Cinéma, qui est une sorte de club des 5, vous savez, comme vous lisiez d'ailleurs dans la bibliothèque Rose Ouverte, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est un artiste pas un genre complet. mineur. Non, pas du tout. Conrad a écrit des nouvelles, Maupassant a écrit des nouvelles. Bien sûr, sauf qu'il y a des nouvelles qui sont sous l'aspect du roman, je dirais, de courts romans, et puis des nouvelles qui sont plutôt des fragments. Avec Raphaël, avec Gaëtan Roussel, on est plutôt dans le fragment. Avec Dominique A, par exemple, qui publie de très courts romans, qui sont de grandes nouvelles, on est là dans le roman. Donc il y a une vraie distinction. Mathieu Dugal. Ben, au Québec, on n'a pas nécessairement une tradition si longue que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et on peut quand même remonter à Félix Leclerc, qui est notre doyen de la chanson au Québec. Figure tutélaire. Oui, et qui a publié des fables au début de sa carrière qui sont un peu... J'adorais les chansons de Félix Leclerc. C'est toujours très beau, hein? Ça n'a pas pris une ride. Peut-être que ces fables en ont pris un peu plus. Allegro Andante sont ces livres donc qui sont des
fables un peu enfantines qui sont quand même intéressantes, mais ça n'a pas la force de ces chansons. Plus proche de nous, plus près de nous, là d'où vient, qui est en fait notre vivier de romanciers aujourd'hui au Québec, il est du côté du rap. On a le groupe Loco Locas, qui est un des grands groupes de rap des 15 dernières années au Québec, gagnant des Francouvertes en 99, dont un des leaders, Biz, est devenu un romancier quand même assez respectable. Oui, très important, oui. Très, vraiment, avec notamment La Chute de Sparte, qui est un roman jeunesse, Mort Terrain, qui est un thriller, et Naufrage, qui est son dernier, qui est un livre qui a été salué, C'est le monde de l'entreprise, hein. C'est magnifique parce qu'il raconte comment on peut se faire mettre au placard dans l'entreprise. Il y a quelque chose d'extraordinaire, un souffle incroyable. Et qui s'est inspiré d'un fait divers, donc un père qui a oublié son fils dans une auto par une journée vraiment de canicule. Le fils est mort. Et donc, comment on vit quand on a commis, même sans le vouloir, l'irréparable. C'est une langue qui a un souffle qui est vraiment très grand, donc un naufrage. Et Biz est en train littéralement de se créer une véritable œuvre. Hein. C'est un auteur en bonne et due forme. En plus, hein, ça marche très bien. Et plus près de nous, il y a Manu Militari, qui est un autre rappeur, vraiment quelqu'un qui anime la scène du rap, quelqu'un extrêmement controversé, comme la plupart des rappeurs, et qui a commis un récit de voyage, ma foi, vraiment fort intéressant l'an dernier. Ça s'appelle Le sourire de Laetitia. Et donc, Laetitia, ce n'est pas la fille, mais c'est bien la ville de Colombie. Et il raconte son voyage dans la jungle colombienne, à côté des narcos, dans des endroits absolument paumés, avec cette faune de backpackers qui traversent le monde sans avoir des gens avec des sacs à dos. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, gens, il faut toujours se méfier des gens avec des sacs à dos. Et... Merde, je viens d'en acheter un. Et donc, vous enlèverez au montage le merde, bien sûr. Nous sommes dans une émission culturelle. Ou alors, rajoutez merde, Madame Ubu, Alfred Jarry. Comme ça aura l'air beaucoup plus chic. Oui, continuez. Et donc, il faut surveiller Manu Militari et ce vivier-là, donc, qui nous provient du monde du rap. Ce sont d'excellents conteurs. Donc, Biz avec Naufrage et Manu Militari avec Le sourire de Laetitia. Vraiment, c'est des auteurs à suivre. Alain? Mais je prononcerai ce qu'a dit Emmanuel, que l'on peut d'ailleurs aussi écouter à la RTBF, n'est-ce pas? Exactement, voilà, bien sur sûr, la première et sur les autres radios francophones. Signalons-le, il n'y a pas que France Inter qui relaie cette excellente émission. Il y a un truc que je n'ai pas compris. On vous a donné la Légion d'honneur belge, puis on vous l'a retirée, vous avez gardé les capsules. Je vais de nouveau la voir. Non, mais ça, c'est bizarre, votre petit truc, là. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'un chanteur dont l'univers littéraire est évidemment assez restreint ne fasse pas le pas de vouloir aller directement vers le roman et passe par la nouvelle. Moi, j'ai toujours aimé les nouvelles. J'ai une licence en littérature anglaise. Dieu sait si dans la littérature anglo-saxonne, la nouvelle est un genre littéraire beaucoup plus reconnu que dans la littérature française. Et donc, je trouve que c'est intelligent de passer par là, parce que la transition est sans doute plus facile. C'est bien d'avoir des ambitions réalistes. Et en même temps, c'est une manière de dire que ce n'est pas un genre mineur non plus, et que dans une nouvelle, on peut vraiment faire un exercice littéraire de qualité. Évidemment, tout ne plaira pas à tout le monde, notamment certains passages peut-être un peu crus, pourraient désarçonner un certain nombre de lecteurs, n'est-ce pas? Mais pas vous, Guillaume. Ah, j'adore ça. Voilà. Mais bon, voilà. Yves. Pourquoi on parle des chanteurs qui écrivent aujourd'hui? Ah, il était temps qu'Yves nous explique. Parce qu'il y a eu deux parmi les concours annexes qui viennent d'être attribués justement à des chanteurs. Gaël Faye, Emmanuel le rappelait, et puis Raphaël vient de recevoir le concours de la nouvelle. Par ailleurs, est-il besoin de rappeler le prix Nobel de littérature attribué à Bob Dylan? Donc, voilà, on en parle. Pour son œuvre musicale. Oui, bien sûr, car je tiens à rappeler que Shakespeare n'a jamais publié de livre non plus. Hein, parce qu'on a entendu, évidemment, des grandes sommités, les Alain Finkielkraut, Pierre Assouline de la planète dire il n'a pas d'œuvre, mais enfin, ça n'est pas publié sous forme de livre. Ben, Molière non plus, Corneille non plus, Shakespeare non plus, bonjour chez toi. Socrate n'a jamais écrit un livre. Voilà, exactement. En revanche, en France, nous avons un exemple particulier de quelqu'un qui était un chanteur à l'origine, enfin qui a commencé par écrire des livres sans succès, puis qui est devenu un chanteur à succès, puis ensuite un écrivain à succès. Et il n'y a, je pense, aucun
équivalent au monde, à part peut-être Patti Smith, qui sur le tard, après avoir publié des poèmes dans sa jeunesse, a eu du succès avec des livres. Il s'agit de Yves Simon. Qui a vendu des quantités absolument phénoménales de livres, dont certains sont absolument excellents, comme Océan, notamment chez Grasset, et qui a reçu plusieurs prix. Il a eu le prix Médicis, il a eu le prix des libraires, etc. Donc c'est un exemple, je dirais, un peu unique, de la même manière que il a un peu disparu d'ailleurs. Yves, il travaille sur son autobiographie en ce moment. Il avait refait de la scène, surtout c'est parce qu'il est revenu à la musique, aux Francopholies de Spa, à celle de La Rochelle, à l'Olympia. Il va d'ailleurs publier un album de son dernier Olympia, et également un album, et ça va vous intéresser, Guillaume, Emmanuel, enfin vous tous, parce qu'il y a un album d'hommage à Yves Simon qui est en train de se préparer chez Because, le label d'Emmanuel de Burtel, avec des gens comme Christine and the Queens, qui reprend son Amazoniac, mais il y a aussi Lilywood and the Pricks, Radio Elvis, etc. Et Junior, qui est le groupe de la fille de Jean-Marie Gustave Leclésio. Exact. Voilà. Et évidemment, il faut mentionner... J'allais ponctuer mais il faut juste cette mentionner... brillante biographie de cet aphorisme bref, la vache. The cow. Non, mais il faut juste mentionner Léonard Cohen au passage, aussi, bien évidemment, parmi les chanteurs qui écrivent. Je serai très bref, en tout cas en ce qui concerne la Suisse, parce que la liste n'est vraiment pas longue. Je me suis un petit peu creusé, j'ai vraiment fait des recherches pour essayer de trouver les chanteurs qui avaient écrit. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, on peut remonter très loin à Pierre Dudant. Pierre Dudant, effectivement, a une carrière prolifique en tant que chanteur. Il a écrit, je crois, 1500 titres. Clopin, Clopin, c'est lui, par exemple. Mélancolie, c'est lui, voilà. Enfin, on l'a certainement oublié parce que ça date des années 30, des années 40. Il a une carrière cinématographique qui est importante aussi. Et il a écrit, genre, une douzaine de romans. C'est quelqu'un qui a une vraie présence littéraire, mais alors ça commence à dater. Et puis sinon, l'autre chanteur, auteur-compositeur qui est capable d'écrire, c'est Michel Buller, chanteur engagé certes, alors, qui a aussi écrit une douzaine de romans. Certains ont été plutôt bien perçus par la critique, il y a un certain nombre d'années déjà. C'est aussi alors un environnement romanesque, littéraire, qui s'inscrit dans son parcours artistique général, parce qu'il n'y a rien qui se dissocie vraiment chez cet homme. Quand il écrit, quand il chante, il reste dans son univers un tout petit peu engagé. Et puis alors beaucoup plus récemment, il y a François V qui est dans un univers musical qui est parfois un peu éthéré comme ça, qui a écrit un petit recueil de poésie, mais d'une manière générale en Suisse, côté suisse alémanique également, j'ai même pris la peine aussi d'essayer de regarder ce qui se fait en Suisse allemande. C'est vrai que les auteurs, compositeurs, interprètes sont pas pros à prendre la plume pour tenter d'écrire des romans. Mais dites-moi, mon cher Michel, vous n'êtes pas dans une phase dépressive actuellement, parce que tout à l'heure, on vous a demandé s'il existait des humoristes, il n'y en a pas. Non, moi j'essaie de répondre aux questions. Moi. Vous avez raison d'être honnête. Il y en a plein. Vous avez raison d'être honnête. Si on faisait une émission, moi je sais pas, sur les chanteurs d'Iodel, je suis sûr que vous n'aurez pas grand-chose à dire autour de cette table. Je vous conseille un mélange entre, par exemple, un petit bourbon et une boîte de Xanax. Et vous allez voir, le bourbon, ça va aller beaucoup mieux. Pas du tout. Vous savez, on a un célèbre penseur, philosophe, sociologue chez nous qui s'appelle Jean Ziegler. Vous connaissez tous Jean Ziegler, qui a aussi écrit certains livres. Et Jean Ziegler disait toujours avec son accent, il dit toujours avec son accent, il faut dire les choses, monsieur Thiroté, il faut dire les choses. Voilà, je dis les choses. Tu sais que Zep, alors pour l'interactivité, nous avons ses heures perdues. Oui, juste un peu de musique. Il a des Zep fait de la musique. Absolument. Mais bon, il n'écrit pas de roman. Non, mais bon, pour l'interactivité, j'interromps. Nous avons choisi de partager un tweet du réseau social du livre Babelio qui propose de découvrir une interview de Raphaël dans le journal français Le Figaro, où il aime évidemment les auteurs archi-célèbres Carver, Bukowski et Burroughs. Vous nous suivez sur Twitter, vous retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Coup de cœur, monsieur Kérad. Exactement, grand coup de cœur pour la québécoise Ariane Moffat qui sort là en juin, donc ce mois-ci, cet album-là à venir, donc avec un disque qui a été enregistré dans une toute petite salle de Montréal, 150 places à la Chapelle. Ariane Moffat a repris ses anciens titres, dont ce fameux tube Hôtel Amour. C'est absolument sublime. Elle a enregistré cet album juste après l'annonce du décès de Léonard Cohen et un an jour pour jour après les attentats du Bataclan. Merci beaucoup, mon cher Michel. Mon coup de cœur va au musée d'ethnographie de Genève cette semaine, qui vient de recevoir le prix des musées européens pour
bien son aura, enfin, bref, tout ça. C'est un musée relativement récent, qui est magnifique de par son architecture, qui est magnifique de par ses collections. Actuellement, il y a toute une exposition liée aux arts des aborigènes de l'Australie, qui a débuté il y a une semaine, si je ne m'abuse. Le site internet est très bien fait aussi. Donc si vous ne pouvez pas venir à Genève, allez déjà voir le site internet du musée d'ethnographie de Genève. Et si vous êtes à Genève, ne manquez pas d'aller voir ce musée, c'est un incontournable. Yves. Alors moi, mon coup de cœur va à nos amis les critiques littéraires qui, lorsqu'est paru le recueil de nouvelles de Raphaël Laroche, Retourner à la mer, l'ont tous critiqué en disant que c'était pas terrible et qui, depuis qu'il a le Goncourt de la nouvelle, le trouvent formidable. Alain Gerlach. Un jeune rappeur belge, 24 ans, il s'appelle Roméo Elvis. Ce sont deux de ses prénoms. Il faut dire que c'est le rejeton d'un couple d'artistes. Il vient de sortir son 4e EP, Moral 2. Les deux artistes, c'est Roméo et Elvis. Et ils ont un enfant. Ça aurait été trop beau, mais ils sont connus aussi. Mais comme c'est quelqu'un qui a sa vraie carrière à lui, je ne vais pas citer ses parents, parce que je crois qu'il mérite qu'on s'y intéresse. Si on aime le rap, c'est du rap de plus en plus littéraire. Moi, je trouve qu'il y a vraiment aussi, comme le disait Mathieu, que moi j'aime approuver, une volonté de vraiment travailler les textes. Sa voix est de mieux en mieux posée, c'est de plus en plus riche à écouter. Roméo Elvis. Mathieu. Une suggestion pour les gens qui aiment le jazz classique, les grands classiques du jazz français, l'étiquette Vogue, qui est une étiquette qui a marqué l'histoire du jazz, créée par Charles Delaunay en 1947. Et on est en train de rééditer vraiment des trésors, dont les essais d'André Auder, qui est un genre de Gil Evans à la française, un proto-Gil Evans, et notamment Martial Solal également. Un grand pianiste et l'autre grand arrangeur. Et des disques vraiment pas chers, ils sont disponibles partout, vraiment. Ça s'ajoute très bien à une bonne discothèque de jazz. Voilà, et Martial Solal qui est encore vivant. Je ne sais pas s'il donne encore des concerts, mais qui est un virtuose absolu. Moi, je voulais simplement ajouter comme coup de cœur, c'est un coup de compositeur de Twist à Saint-Tropez. Voilà. Puisque vous êtes avec Guy Lafitte. Voilà. On apprend des choses dans cette émission. C'est une émission très très culturelle. Est-ce que vous saviez par exemple que James Baldwin avait écrit des chansons pour Ray Charles aussi? Comme le dit ma bien-aimée productrice qui commence à s'énerver parce que j'ai fait un peu trop long, allez, au revoir. Ah bah alors, allez, au revoir. Ne